qui est intitulé Lutte féministe, lutte de classe. Donc nous avons invité Suzy Rothman, qui est porte-parole du collectif national pour les droits des femmes. Alors, elle pourrait éventuellement, pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, expliquer de quoi il s'agit, et qui vient de publier un livre qu'elle dédicacera tout à l'heure à 19 h, qui s'appelle donc Féministe, lutte de femmes, lutte de classe. Et donc, elle aura l'occasion à la fois de restituer l'histoire du féminisme lutte de classe, qui est un mouvement qui a occupé une grande place dans le mouvement des femmes en France à partir des années 70, mais pas seulement, et qui est une histoire trop souvent occultée et oubliée, y compris par des militants et des militantes, dans la façon dont on présente l'histoire du mouvement des femmes. Et elle aura l'occasion aussi de pointer, par rapport à ce courant lutte de classe, les perspectives actuelles qu'on peut en tirer pour le mouvement féministe dans la situation présente. Et ensuite, donc, Aurélia Mekrelouf, militante de la Marche mondiale des femmes, nous présentera un éclairage international, puisqu'elle rentre de la rencontre internationale à Ankara en Turquie, donc des groupes des différents pays de la Marche mondiale des femmes qui a eu lieu récemment. Donc elle aura l'occasion de pointer les enjeux internationaux des luttes féministes actuelles. Voilà, donc je vais juste signaler qu'il y a un cas de page qui a été rédigé par la commission féministe d'ensemble sur les luttes féministes, bon, qui date de l'année dernière, mais qui a gardé toute son actualité et qui est disponible sur la table du fond. Alors voilà, la parole est à Suzy. Oui, bonjour. Donc, comme l'a dit Stéphanie, j'ai commis ce bouquin, Féministe, lutte de femmes, lutte de classe, mais je ne l'ai pas écrit toute seule, loin de là. Il y a 28 contributrices à ce livre qui essayent de restituer l'histoire du féminisme lutte de classe. Pourquoi? Parce que, alors excusez-moi de parler vite, mais j'ai pas beaucoup de temps et le bouquin est dense, donc voilà. Pourquoi restituer l'histoire? Parce qu'à l'heure actuelle, quand on écrit l'histoire du mouvement féministe, très souvent, la tendance lutte de classe, qui s'est appelée la tendance lutte de classe, est complètement invisibilisée, oubliée, etc. Et j'ai désiré donner la parole aux actrices pour que ce bouquin constitue des sources. Alors, il y a des actrices de la tendance de classe, il y a des universitaires aussi dans ce bouquin. Quand les actrices s'expriment, vous verrez, tout à l'heure je parlerai des différentes organisations qui ont été percutées par le MLF notamment, elles ne portent pas la parole officielle de leurs organisations. Elles portent la parole de militantes féministes qui sont dans le mouvement des femmes au sein de leur organisation, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est la parole de filles du mouvement. Autre chose importante à savoir, je me suis centrée sur ce que je connaissais et ce pourquoi j'avais des documents, c'est-à-dire Paris. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me balade pour présenter le bouquin, j'étais à Bordeaux, j'étais à Marseille, j'étais dans différents endroits, j'incite les copines du mouvement qui sont là de sortir leurs archives et d'écrire elles-mêmes tout ce qu'elles ont pu faire dans les années 70 et jusqu'à maintenant. Alors, le bouquin, pour faire le bouquin, j'ai fait une périodisation relativement classique. La première, c'est la décennie 70. La première partie. La deuxième partie, c'est en gros les deux septennats de François Mitterrand. Et la troisième partie qui mériterait effectivement d'être affinée, c'est du mouvement social de novembre-décembre 95 à maintenant. C'est vrai que c'est pas assez affiné de ce point de vue-là, il faudrait le faire. Bon, alors, la première partie, c'est la décennie 70. Vous savez tous et toutes que le mouvement féministe ne s'est pas exprimé en tant que mouvement durant les événements de mai-juin 68. Il y a eu certains débats, etc. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais qu'on date la naissance du féminisme contemporain de la date mythique du 26 août 70, le dépôt à l'Arc de Triomphe, qui n'a jamais pu être fait d'ailleurs, ce dépôt, puisque les copines se sont fait arrêter par les flics illégalement, d'une gerbe
a encore plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Et donc, il faut partout, je crois, des mythes fondateurs, et donc le mythe fondateur est là. J'ai pas le temps de détailler, pour cette décennie 70, les trois tendances du mouvement féministe, qui ne sont pas du tout les mêmes que maintenant, mais sachez qu'il existe une tendance de classe qui est portée par certaines organisations d'extrême gauche. Le mouvement des femmes, à l'époque, le MLF, tient beaucoup, Stéphanie l'a dit, premièrement à son autonomie, par rapport aux organisations politiques et syndicales, par rapport à l'État, par rapport aux églises, par rapport au patronat, mais aussi dans la non-mixité. Pourquoi la non-mixité? Parce qu'on a constaté que quand c'était des assemblées mixtes, souvent il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes et les femmes ne pouvaient pas prendre la parole. Donc pour essayer de retrouver le fil de notre histoire, le mouvement tient à sa non-mixité. Comment se manifeste la tendance de classe? Par le biais de la création, et ça c'est impulsé par l'Alliance marxiste révolutionnaire, organisation trotskiste, que vous connaissez certainement, l'impulsion donc par la mère de groupes femmes, de quartiers et d'entreprises. Chose inimaginable à l'heure actuelle. Il y avait, pour prendre que la région parisienne, des groupes femmes d'entreprises à Renaud-Billancourt. Après ou avant la grève des banques de 1974, au Crédit Lyonnais, à la BNP, aux chèques postaux, au ministère des Finances, au journal Le Monde, etc., etc. Chose qui serait totalement inimaginable à l'heure actuelle. Et pour aller plus loin, les groupes femmes d'entreprise et de quartier se sont coordonnés et ont remis, par exemple, à l'ordre du jour, la manifestation du 8 mars, que tout le monde connaît. Ça, c'est le fait de la tendance de classe. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on était face à une implication d'extrême gauche. Ce sont donc trois organisations en tant que telles qui ont porté la tendance de classe. J'ai parlé tout à l'heure de l'Alliance marxiste révolutionnaire, mais il y avait aussi, que vous connaissez très bien, la Ligue communiste, puis la Ligue communiste révolutionnaire, et sa scission de 1971, révolution, qui s'est transformée après en organisation communiste des travailleurs. Et que ce soit la Ligue communiste ou Révolution puis l'OCT, avait des publications. La Ligue communiste, puis la LCR, ça a été les pétroleuses. L'OCT, enfin Révo et l'OCT, ça a été Femmes en lutte et Femmes travailleuses en lutte. L'AMR avait sorti aussi une petite brochure qui s'appelle Sortir de l'ombre. Ce qu'il faut savoir, mais ça peut être encore, vu ce qu'a dit Stéphanie, le cas à l'heure actuelle, c'est que ça a été une bataille au sein de ces organisations pour imposer le fait qu'il faille prendre en compte le mouvement de libération des femmes. Alors, effectivement, moi j'étais à la Ligue à l'époque, on a eu un gros débat. Des copines étaient parties dans le MLF aux AG des Beaux-Arts bien avant qu'on décide de faire un mouvement féministe large, et pas comme on disait à l'époque un front des femmes rouges. On a trouvé à l'issue du débat que c'était totalement inintéressant. Voilà. Mais plein de copines étaient parties avant. Et ça a été le cas aussi dans les autres organisations. Alors, c'était pas limité, on dit souvent lors des débats, oui, mais il n'y avait pas que ces trois organes-là. Effectivement. Mais c'est les trois organes qu'on a vus plus. Il y avait par exemple des copines dans VLR, Vive la Révolution. Il y avait des copines anarchistes. Mais disons que j'ai traité dans le bouquin que celle-là, parce que c'est celle que je connaissais le mieux, et c'est celle qui me semblait les plus organisée. Le mouvement féministe a aussi percuté la gauche. Alors, je vais très vite. Dans le bouquin, je parle du PC avec la création d'un petit groupe qui s'appelle Elle Voix Rouge. Je n'ai pas le temps de détailler. Je parle aussi du PS avec la création d'un journal qui s'appelait Mignonne, allons voir sous la rose. Il faut dire qu'à l'époque, l'expression des féministes était beaucoup plus facile dans le PS. Il y avait Colette Audry, il y avait Yvette Roudy, que dans le Parti communiste. Vous lirez dans le bouquin si vous voulez plus de détails. Dans les syndicats, ils ont été aussi percutés évidemment par le MLF. Au niveau central, dans la CGT, non, c'est elle qui s'exprime, Chantal Rogera,
s'exprime, qui est décédé, vous savez, s'exprime sur l'expérience d'Antoinette, et Gisèle Moulier s'exprime sur la CFDT au niveau des chèques postaux. Et vous savez très bien qu'à l'époque, dans les années 70, la CFDT n'était pas encore recentrée et qu'elle était beaucoup plus perméable aux mouvements sociaux que la CGT. Toujours dans cette partie, je vais très très vite, comme vous voyez, les luttes des femmes. LIP, dans le bouquin Témoignage de Monique Piton, qui dit un truc très intéressant. Ouais, on a parlé d'autogestion, mais il y avait déjà en 72 une loi sur l'égalité salariale, et les mecs du syndicat qui dirigeaient la lutte, elles aussi c'était une leader, ils n'ont même pas pensé à augmenter un petit peu les ouvrières qui travaillaient là. C'est-à-dire que quand les camarades de l'IP se sont payés, ben c'était les salaires antérieurs, et l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes n'a même pas été prise en compte. C'est Monique Piton qui le dit, moi je ne fais que retraduire ça. Mais il y a eu aussi les chèques postaux, quelque chose de très important dans le débat actuel au niveau des luttes, l'auto-organisation des familles immigrées. Dans le bouquin, c'est Claudie Le Cellier qui est spécialiste de ça, qui a fait vraiment une recension très importante de l'organisation des femmes immigrées, que ce soit des latinas, que ce soit des maghrébines, etc., etc. Et elle explique que souvent, par exemple, il y avait des latinas qui venaient parce qu'il y avait des dictatures chez elles étaient réfugiées, donc elles militaient dans un premier temps en direction de leur pays, mais après elles s'ouvraient au militantisme plus global en France, en lien avec le MLF tel qu'il existait. Je dis ça parce qu'il y a des répercussions dans le débat actuel, et c'est très important de le savoir. Il y avait aussi une auto-organisation dans les populations colonisées. Dans le bouquin, c'est Gerty Jean-Bury de la coordination des femmes noires qui explique comment elles se sont organisées. Et voilà, c'est déjà pas mal. Alors, chose très importante à l'époque, vous voyez, je vais à toute blinde, la lutte pour la libération de l'avortement. Dans le bouquin est retracé dans un quartier l'expérience du MLAC, Maya Sur-Lutz, que tous et toutes vous connaissez, et le planning familial. Simone Yves prend la parole sur le planning familial parce qu'à l'époque, très important, le planning familial intervenait dans les entreprises et d'ailleurs avait une entrée, le MLAC aussi d'ailleurs, avait une entrée plus aisée dans les entreprises que les groupes femmes, parce que souvent les groupes femmes se réunissaient, elles étaient des entreprises, mais elles distribuaient à l'extérieur. Alors elles créaient les commissions syndicales femmes. J'ai pas le temps de détailler. Autre lutte, les lesbiennes, Suzette Robichon, qu'un certain nombre de vous connaissent aussi, qui explique, ouais, on distribuait des tracts devant les boîtes. Enfin, nous, c'était pas Renaud Billancourt, c'était le Katmandou, qui est une boîte de nuit lesbienne. Elle pensait attirer les copines à ce moment-là. Et elle explique pourquoi il n'y avait pas de lesbiennes de classe, parce qu'elles en étaient à lutter avec d'autres copines contre l'invisibilisation du lesbianisme. Cette décennie se termine par un gros choc, le dépôt par une des tendances du mouvement qui s'appelle Psychanalyse et politique du sigle MLF. Comme si, je ne sais pas trop qui, l'organisation déposait un sigle Mouvement ouvrier. Ça nous appartient. D'accord? Voilà. Je passe à la deuxième période très rapidement, 81-95. Mitterrand est au pouvoir. Paradoxalement, le fait qu'il accède au pouvoir signe la fin de nos espérances révolutionnaires de la décennie 70, mais éveille, c'est pour ça que je dis paradoxalement, un immense espoir. Et c'est vrai que jusqu'à 83, la rigueur, il y a pas mal de choses qui sont faites, etc., etc. Et il y a Yvette Roudy, qui est nommée ministre des droits de la femme. C'est des années plus difficiles, on sait très bien qu'on a ramé durant cette période-là pour le mouvement social, et donc pareil pour le mouvement féministe, qui fait partie du mouvement social, puisque, en gros, la gauche nous disait « Non, bougez pas, on est au pouvoir, donc c'est pas la peine de vous mobiliser, on va tout vous octroyer. » Moi, je veux bien, mais en 82, pour le remboursement de l'avortement, parce que la loi, quand elle a été votée en 75,
il n'y avait pas de remboursement de l'avortement. Et c'est les militantes de la tendance de classe, avec le planning aussi, qui ont entraîné d'autres pour réussir à imposer le remboursement de l'avortement que le pouvoir socialiste, dans un premier temps, ne voulait pas faire parce qu'il ne voulait pas heurter les religions. Texto, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette période? Ça a été une période plus difficile. Toujours est-il qu'a été créée, je suis sur Paris, je l'ai annoncé, la Maison des femmes de Paris, où deux tendances du mouvement se sont retrouvées, alors c'était pas évident, la tendance de classe, nous, et les féministes radicales ou révolutionnaires, regroupées autour de Delphi. Pourquoi on s'est rapprochés? C'est pas évident avant, à cause du dépôt du sigle par psychanalyse et politique. Et donc on a fait ensemble la Maison des femmes de Paris. Ont été aussi organisés, d'ailleurs en présence d'Yvette Roudy, des états généraux, les femmes dans le travail et le travail des femmes. Ça c'était en avril 82, organisé par la coordination des groupes femmes de quartier et d'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est là qu'on a commencé à voir Yvette Roudy qui nous expliquait que le temps partiel ça allait être vachement bien, parce que c'est en train d'être rédigé des textes sur le temps partiel. C'était vachement bien parce qu'on allait pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Donc vous voyez que ça remonte à moi et que les militantes féministes étaient déjà éveillées sur le sujet. Et d'ailleurs, ces états généraux ont été organisés, pourtant c'était avant le tournant de la rigueur, hein, c'était en 82, mais étaient organisés parce qu'elles se sont, les copines de la coordination des groupes de quartier et d'entreprise, se sont rendues compte que ça n'allait peut-être pas toujours être évident avec le gouvernement socialiste. Alors sinon, bon, il y a tout un tas d'organisations qui existent à ce moment-là. Je passe rapidement, Rupture, Femmes Égalité, etc. Il y a la coordination européenne des femmes qui se crée en 1983, initiée par la coordination française. Et je peux vous dire que c'était pas évident. Les copines se sont rendues compte que tous les textes, on était au début de la construction européenne, réellement, que tous les textes commençaient à passer par l'Europe et pas du tout par la France. À l'époque, il n'y avait pas Internet, elles n'avaient pas de subvention, et elles ont réussi à faire une coordination européenne des femmes qui se réunissait assez souvent et qui a fait à Bruxelles un tribunal contre la pauvreté des femmes. À l'époque se crée aussi, dans le sillage de la marche pour l'égalité de 83, en 1984, à la Maison des femmes, le collectif féministe contre le racisme, très important aussi dans la période actuelle où on nous accuse d'avoir rien fait contre le racisme ou avec les personnes immigrées. Le collectif féministe contre le viol se crée en 85 à l'initiative de militantes, dont, soit dit en passant, Maya et moi, de la tendance sud de classe. C'est important de voir qu'on ne militait pas uniquement par rapport aux femmes du mouvement ouvrier, mais aussi, j'ai dit tout à l'heure, sur l'avortement et contre les violences, ce qu'on continue à faire à l'heure actuelle. Des luttes de l'époque, très rapidement, la lutte des infirmières. Il me reste 10 minutes. Vous vous souvenez, ni bonne, ni non, ni conne, lutte des infirmières qui s'organisait en dehors des syndicats, qui a fait une coordination très importante. La coordination, c'est Danielle Kergoat, que vous connaissez aussi, je pense, sociologue féministe du travail, qu'on parle dans le bouquin, et elle explique que contrairement à d'habitude, en général, même quand une profession est très féminisée, ce sont toujours les hommes qui ont le leadership. Ça a commencé comme ça, la lutte des infirmières, et les copines infirmières se sont rendues compte de ça. Pendant les grandes vacances, elles se sont organisées, elles se sont formées, elles sont revenues, et elles ont dit non, c'est nous qui allons avoir le leadership, parce que la profession est féminisée à 70%. Et elles l'ont gardé, que ce soit dans la représentation, que ce soit dans le vocabulaire, le langage, etc. etc. Alors, la coordination, pour terminer sur cette période, la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception, le BLAC n'existait plus, se crée en 90. Pourquoi? Parce que les commandos anti-IVG commencent à s'attaquer aux hôpitaux et aux cliniques. Les plus gentils, Xavier Dor, vont prier devant. Les plus teigneux, la trêve de Dieu, rentrent dans les blocs opératoires où se pratiquent des avortements, intimident les femmes qui attendent, saccagent les dossiers, etc. Et même certaines se mettent des menottes et se menottent contre le bloc opératoire pour empêcher que l'avortement se fasse. Il y a donc la création d'une nouvelle
association sur le droit à l'avortement. Je termine dans le bouquin là-dessus jusqu'à 95 en posant la question, parce que la question s'est posée, est-ce que les 2 septennats de François Mitterrand sont des périodes d'institutionnalisation pour le mouvement des femmes ou pas? Pourquoi je pose la question? Parce que ça nous a été reproché, parce que grâce à Roudy, des postes se créent à l'université, parce que des subventions sont données à des groupes de femmes qui du coup se mettent en association 1901 pour pouvoir toucher les subventions, etc., etc. Et le débat a encore eu un petit peu de façon plus ou moins larvée à l'heure actuelle. Hein. Donc c'est important, me semble-t-il, de poser la question. Troisième partie, le mouvement social de 95. Vous connaissez le mouvement social de 95. Ce qui se trouve, c'est que Chirac est élu en 95. Jacques Toubon, à ce moment-là, est ministre de la Justice. Il a une très bonne idée, Jacques Toubon, je dis ça en rigolant, il veut amnistier les commandos anti-IVG. Vous vous souvenez, à l'époque, quand il y avait un président de la République qui était élu, il y avait une amnistie générale pour les délits mineurs. La CADAC se dit quoi? Amnistier les commandos anti-IVG? Commence à mobiliser avec le planning, avec des partis politiques, etc., etc. Une grosse mobilisation. Ne vous inquiétez pas, ils n'allaient pas en tôle, les commandos anti-IVG. Non, non, ils avaient des amendes. Bon. Grosse mobilisation. Grosse mobilisation. Et ça ne marche pas, ils cèdent, ils sont obligés de céder, Chirac et Toubon cèdent. On se dit, ben mince alors, ça marche vachement bien. Pour celles et ceux qui connaissent, on faisait des réunions à la Bourse du Travail, à la salle Michel, du Château d'Eau en bas, il y avait un coup de fou. Et on s'est dit, ah ben attendez, on continue. Si ça, après cette période un peu difficile dont je parlais tout à l'heure, et on s'est dit, on va faire une manif le 25 novembre 1995. C'était pas sur les violences. À l'époque, c'était pas encore inscrit dans le paysage politique. On a pris la date de façon arbitraire en juin pour avoir le temps de préparer. Plein de monde donc en préparation. On fait la manif. Attendez, avant de faire la manif, Juppé présente son plan, vous le savez très bien. Le 24 novembre, grève des fonctionnaires. Nous, on est beaucoup de fonctionnaires dans le mouvement féministe. On est en grève, on distribue à la manif à Paris. Le 25 novembre, super manif, 40 000 personnes, etc., etc. On dit on continue. Bien évidemment qu'on continue. On capitalise sur la dynamique et on crée en janvier 1996 le collectif national pour le droit des femmes. Alors le collectif national pour le droit des femmes, il n'est pas organisé de la même façon que le mouvement des années 70. Il y a des assos féministes, des syndicats et des partis. Et ce collectif se réclame de la lutte des classes. Et il réussit. Avant même la création, je reviens un peu en arrière, puisqu'on a fait la manif du 25 novembre 1995, à Paris, mais je crois aussi ailleurs, dans chaque grosse manif du mouvement de 1995, il y a un super cortège féministe. Super cortège féministe, ce qu'on n'a pas réussi à faire là sur les retraites. Hein, mais on avait un super cortège féministe. Donc voilà. Alors le collectif se crée, je vais vite. Il fait des assises pour faire des revendications en 97. Il lutte pour l'autonomie financière, contre les violences, sur l'avortement, sur l'internationalisme, contre les extrêmes droites. Et deux choses qui soulèvent le débat, contre le système constitutionnel, puisque c'est dit abolitionniste. Dans le bouquin, là c'est moi qui le fais, je ne retrace pas des arguments pour dire est-ce que la prostitution est un travail ou une violence. Bon, pour nous, c'est une violence. Simplement, dans le bouquin, je retrace l'adoption de la loi du 13 avril 2016, pour le coup, qui explique, qui est contre le système constitutionnel, et notamment, mais pas que, la pénalisation du pouvoir de la Constitution. Je reprends aussi un autre sujet de controverse sur le voile. Là, pareil, pas en expliquant le voile c'est un instrument d'oppression ou chacune peut s'exprimer comme elle veut, ça apporte un instrument de libération, etc., etc. Non, non, pas du tout. Ce qui s'est passé, parce que ça n'avait jamais été écrit, en 2004-2005 à Paris, autour de manif du 8 mars sur le voile. Alors, sinon, et je crois que Waïra en parlera tout à l'heure, à la même époque, 5 minutes, il faut que j'aille très très vite, à la même époque, se crée à la Marche mondiale des femmes, qui
y a un mouvement, ben, tu vas l'expliquer, donc je ne le dis pas. Secret aussi, c'est très important parce que ça veut dire qu'ils ont énormément avancé et que les idées féministes ont cheminé les journées intersyndicales des femmes qui existent encore et qui débutent en mars 97. Et les copines reconnaissent qu'elles ont fait ces journées intersyndicales grâce au travail en commun au sein du collectif national pour les droits des femmes. L'actualité des luttes de femmes, qu'est-ce que c'est à l'époque? La lutte des assistantes de vie scolaire, qu'on appelle maintenant AESH, qui s'occupent des élèves handicapés au sein des écoles, hein, après la loi de 2005 sur le handicap. Les femmes gilets jaunes, où on s'est aperçu très très vite, au début on a dit, là je parle d'une CNDF, au début on a dit, ouais ça pue, c'est quoi ça? C'est comme tout le monde, hein, c'est Dupont-Aignan, c'est le Front National, etc. Et puis après, on s'est penché d'un peu plus près sur ce que représentait ce mouvement. On a vu qu'il y avait beaucoup de mères isolées, des familles monoparentales, des femmes qui gagnaient très très peu, etc. Et on a essayé, le mieux qu'on pouvait, c'était pas évident, de participer aux manifs du samedi et essayer de lancer des mots d'ordre. C'était pas simple, hein, au sein des Gilets jaunes. La dernière partie du bouquin, oui, j'ai oublié de vous dire que ce bouquin est le résultat de colloques qu'on avait fait au CNDF. D'accord? La dernière partie du bouquin est une partie un petit peu différente. C'est une partie qui reprend un colloque qu'on a fait à Nanterre en 2018 et qui s'appelle Intersectionnalité, féminisme, universalisme, lutte de classe et antiracisme. Alors, la première partie de ce colloque vise à montrer, en essayant un peu de décortiquer les choses, qu'on ne peut calquer la situation des États-Unis et la situation française lors de la création des différents mouvements féministes. Quand on reprend, et il y a une intervention de Judith Ézéchiel qui a enseigné à l'université Jean Jaurès à Toulouse, mais aussi aux États-Unis, elle explique que, et c'est ce qu'on dit aussi par rapport à la situation française, quand le mouvement féministe s'est fondé aux États-Unis, il y avait quand même le macartisme qui était passé par là, qui avait un peu laminé tout le mouvement ouvrier, et que la lutte essentielle, et beaucoup de militants et militantes ouvriers et ouvrières l'ont fait, c'était la lutte pour le mouvement des droits civiques des Noirs. Bon. Et donc c'est normal que se crée un black féminisme, voilà, et qu'il y ait une insistance là-dessus. En France, tout le monde connaît la décennie 60, je ne rentre pas dans le détail, des luttes ouvrières, avec en apothéose mai 68. On a des racines qui sont différentes. Donc voilà, ça c'est une première chose qu'il faut comprendre. Alors ensuite, dans le bouquin, il y a une intervention de Danielle Cargoat, de nouveau, qui compare un concept qu'elle a élaboré dans la fin des années 70, qu'elle a appelé la consubstantialité, c'est-à-dire on lutte en même temps pour les droits des femmes et pour la lutte de classe, ce que j'ai essayé de vous retracer très très vite fait, et on peut se dire que ce truc-là, c'était les prémices de ce qu'a fait Kimberlé Crenshaw après sur l'intersectionnalité. Tout le monde est d'accord sur le fait que les rapports de domination se combinent. Le problème, c'est de bien parler en termes de rapports de domination et pas uniquement en termes d'identité, même si les identités, pour les individus, sont très importantes. Alors, la fin du bouquin, justement, par rapport aux identités et tout, il y a une copine qui intervient sur la pornographie féministe, point d'interrogation. Est-ce de la subversion ou de la soumission à la domination masculine, puisque c'est un débat qui est très actuel au sein du mouvement féministe. Et la dernière intervention, c'est sur l'universalisme. Notre universalisme, vous l'avez compris, c'est pas un universalisme à la Banataire, c'est un universalisme à la lutte de classe qui prend en compte l'autodétermination des différents pays, mais qui n'est pas dans le relativisme. Les droits doivent pouvoir être universels
et s'appliquer partout. Et c'est ça qui est vraiment très très important. La conclusion. Dans la conclusion, et ça va peut-être être là, on arrive à la période actuelle, je dis, puisque c'est moi qui écris évidemment la conclusion, je dis en fin de compte, c'était pas évident qu'on est arrivé dans le MLF dans les années 70, puisque nos copines des autres tendances nous disaient « Ouais, mais vous êtes manipulés par vos mecs là ». Dans le Torchon Brûle, il y a une lettre qui dit ça, hein. C'est Catherine Delon qui l'a signé, on l'a su après. Vous êtes manipulés par vos mecs d'extrême gauche, etc., etc. Et je dis qu'en fin de compte, quand on regarde toute cette histoire, même pendant les 2 septennats de Mitterrand, où on a maintenu quand même la flamme du mouvement féministe, et c'était pas évident, on s'en est pas si mal tiré que ça. Mais maintenant, on assiste à une autre période, qui est la période post-MeToo, celle peut-être sur laquelle on va discuter, qui est effectivement une période de recomposition du mouvement, autour des violences faites aux femmes, et c'est très bien, ça a été une de nos thématiques au sein du CNDF. Vous vous rappelez, hein, la proposition de loi 4 contre les violences, je n'ai pas eu le temps de m'apesantir là-dessus, mais elle a quand même donné naissance à la loi du 9 juillet 2010, qui a créé, excusez du peu, l'ordonnance de protection et la reconnaissance des violences psychologiques au sein de la famille, qui montre quand même que, il n'y a plus qu'une minute, et ça tombe bien, qui montre quand même que la lutte contre les violences est une de nos préoccupations essentielles, parce que quand je dis proposition de loi cadre, ce n'était pas une liste de revendications. On a pris la loi espagnole, il y en a qui la redécouvrent maintenant, on l'avait trouvée en 2004, hein. Bon, passons. On a pris la loi espagnole et on a écrit selon le droit français. Donc c'était vraiment une vraie proposition de loi. Mais, justement, de par le fait que le mouvement se soit recomposé autour des violences et aussi autour de la reconnaissance des personnes trans, fait que le féminisme, à mon sens, fait que le féminisme lutte de classe est beaucoup plus faible à l'heure actuelle. Et je pense qu'un des enjeux, c'est d'essayer de reconstituer le féminisme lutte de classe. On l'a vu lors du mouvement sur les retraites en 2019 et là dernièrement, je vous disais qu'on n'a pas réussi à faire des cortèges féministes réels. Alors c'est peut-être lié aussi aux divergences au sein du mouvement féministe, mais pas que. En 2010, à toutes les manifs à Paris, parce que vous vous rappelez, hein, il y a eu aussi la lutte contre la réforme des retraites en 2010, on avait réussi à chaque fois à faire des points fixes de tas d'organisations féministes, avec un tract, etc., etc. Là, on n'a pas réussi. Donc c'est très très important et on essaye de s'organiser avec les syndicats autour du mot d'ordre de grève féministe. Donc je vais conclure ça. C'est pas évident. C'est quelque chose qui vient de se refaire en Islande il y a peu de temps. C'est quelque chose qui a pu marcher en Amérique latine, en Argentine par exemple. C'est quelque chose qui marche en Suisse. Nous, on a beaucoup plus de problèmes. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la grève, etc. On s'interrogeait l'autre fois sur la grève au sein du mouvement social qu'on vient de connaître, que c'était pas évident. Donc nous, on essaye aussi de faire une grève féministe qui s'appuie sur le fait des conditions complètement inégales des femmes au sein du travail salarié, mais aussi sur le fait que ce sont elles qui s'occupent de la majorité, de la grande majorité des tâches domestiques et des tâches parentales. Merci beaucoup. Merci Suzy d'avoir si bien tenu le temps. Et donc la parole est à Auréa sur le marché. Merci beaucoup, merci de m'inviter également. Merci Suzy, parce que dans son livre, il y a un gros pavé donc, sur la marche mondiale. Et la marche mondiale est issue quand même de cette mouvance collective droit des femmes. Donc c'est très important. Et donc moi, je rends fémage aux femmes comme Suzy, comme Maya, que j'ai connues, et également comme celle qui a porté après la marche mondiale. C'est Nelly Martin, 20 ans c'est pas rien quand même, elle est toujours dans la marche mondiale, mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes maintenant qui s'en occupent, et je pense aussi à Anne Leclerc, voilà. Donc il y a toutes, et je me souviens dans les forums sociaux, on s'est extrêmement battu pour faire avancer justement le droit des femmes. Alors, la 3e semaine d'octobre, moi et mes camarades de la section France Marche Mondiale, nous étions en Turquie. Alors, pourquoi la Turquie? Alors, je pense que vous connaissez la Marche Mondiale, hein, mais en tout cas, vous le direz, c'est un mouvement d'action féministe internationale.
et internationaliste. Donc en Turquie, parce qu'il y a le secrétariat de la marche mondiale est en Turquie, avant il était en Afrique et avant il était au Brésil. Et avant au Québec. Donc, vous voyez, et en fait, on ne lésine pas puisqu'on va dans les pays où ça ne va pas, justement. Et je sais que vous vous souvenez, mais vous vous rappelez que l'attentat du 1er octobre, l'attentat suicide à Ankara, on s'est dit, alors là c'est sûr, Erdogan va fermer les frontières, il ne va pas vouloir nous accueillir et nous accueillir, enfin, nous permettre de faire notre réunion. Et en fait, on y a été quand même, on n'a pas été interdite. Mais par contre, quand nous sommes arrivés à Ankara, alors je n'ai pas vécu cette période, mais la façon dont nous étions encadrés, je pense qu'en Union soviétique c'était pareil. Voilà, je vous donnerai les détails si vous voulez après. Mais en tout cas, nous étions 65 pays présents avec 150 délégués. Alors, quand je parle des pays, on se découpe en régions. Donc, vous avez la région, pardon, il y a l'Afrique, il y a le sud-est asiatique, l'Océanie. Alors, le Sahara espagnol se met avec l'Afrique, parce qu'il y a aussi l'Europe, donc région MENA, donc c'est Maroc, Algérie, Tunisie. Il y a aussi le Liban, la Palestine, le Liban et le Kurdistan qui est avec nous. Et nous avons aussi donc l'Amérique latine, et là il y a toutes les femmes d'Amérique latine. C'est un continent extrêmement, comment dirais-je, dynamique, jeune, incroyablement impliqué justement dans la lutte contre les violences, féminicides, etc., mais également pour la souveraineté alimentaire. Et en Amérique latine, elles ont créé, elles essayent de mettre en place des écoles féministes qu'elles appellent Capire. Donc c'est extrêmement intéressant, très, très riche dans la façon dont elles militent. Et elles nous donnent beaucoup d'idées. Elles sont très, ça foisonne, hein, les femmes brésiliennes, etc., ça foisonne. Donc ce que je voulais faire aussi, c'est que, parce que je ne peux pas raconter une semaine de tout ce qui s'est passé, mais par contre, mettre un focus spécifique sur les combats des femmes. Par exemple, je veux faire juste un focus sur les militantes kurdes. La difficulté que nous avons eue avec les femmes kurdes de s'exprimer à l'intérieur de l'espace, parce que nous étions toutes les femmes, mais nous étions à Ankara, en Turquie, on n'est pas naïves. Donc on a bien vu le malaise des camarades turcs qui étaient là, et en fait il ne fallait pas déraper. Donc les femmes kurdes le savaient, les femmes turques le savaient, et on le savait. Ça veut dire que si vous savez qu'il y a une répression terrible contre les militants kurdes, et justement quand on a rencontré une des femmes alors je l'appellerai Chirine, son témoignage, c'est une ancienne élue HDP, donc HDP c'est le mouvement de gauche pro-kurde, et qui était élue à Diyarbakir, et elle a été donc arrêtée. Alors là, c'était il y a une dizaine d'années, donc arrêtée, emprisonnée. Elle a dû partir, quand elle est sortie de prison, elle est partie en Europe pour se reconstruire, et elle est revenue pour lutter, pour mener la lutte. Et là, elle était là à la Marche mondiale des femmes, c'est une féministe, et il y avait un petit groupe avec elle. Donc elles nous ont expliqué que leur combat principal, c'était, bon, évidemment contre la répression turque, puisqu'on était en Turquie, mais également contre les féminicides spécifiques qu'il y a contre les militantes. Et les militantes du HDP, mais également les militantes qui seraient pro-PKK. Et donc, il y a des sévices particuliers. Ça veut dire qu'elles sont en prison, mais toutes les femmes, les hommes également, mais toutes les femmes qui sont en prison sont torturées psychologiquement, physiquement, violées, etc. Donc, il y a plusieurs générations de femmes dans les prisons. Il y a des femmes qui sont avec des enfants. Donc, voilà. Et Erdogan se plaît à ce que tous les prisonniers soient humiliés. Pas seulement que les Kurdes, parce que vous savez que les prisons turques sont pleines, de toute la société civile. Vous trouvez des juges, des journalistes, des écrivains, des poètes, des musiciens. Voilà. Donc la politique d'Erdogan, je n'ai pas à vous la raconter, vous êtes tout à fait au courant de comment ça fonctionne. Et vous savez aussi de quelle façon il est capable. Alors, ils nous ont parlé du mythe, hein, c'est le secret turc.
qui sont capables d'aller tuer 3 femmes à Paris il y a quelques années, et vous savez que la France n'a toujours pas levé le secret défense pour savoir exactement ce qui s'est passé. Ceux qui sont, et dernièrement, oui, et ceux qui habitent à Nice, vous connaissez tous également Pinar Sedek. Voilà, donc la lutte, elle est très très dure, très âpre, et c'était extrêmement difficile, à la fois pour les copines turques de ne pas déraper, et à la fois pour les copines kurdes, avec qui bien sûr on a discuté, mais de façon pas forcément en plénière, voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et elles nous ont raconté aussi que Erdogan avait été, comment dirais-je, assassiné par drone, c'est-à-dire qu'il est en train de mettre ça au point actuellement. Voilà, donc je ne vais plus parler d'Erdogan parce que, peut-être si, hein, parce que déjà en 2021, il préparait sa réélection. Vous savez qu'il est passé aux élections avec tout ce qu'il y a de plus fasciste comme groupuscule en Turquie. Et donc il a dénoncé les accords, qu'on appelle les accords de la Convention d'Istanbul. Voilà. Donc il l'a dénoncé déjà en 2021, et ça c'était un gage donné aux islamistes, parce que les islamistes, évidemment, la Convention d'Istanbul, organisée par les États, et contraindre les États à ce qu'ils se bougent contre les violences faites aux femmes, donc évidemment, ils ne pouvaient pas laisser passer ça. Alors ensuite, je vais parler, donc ça c'est tout ce qui se passe, je vais faire un focus sur les Kurdes parce que c'est actuel, c'est très important. Je voudrais parler du sud-est asiatique, et pas très longtemps, mais parce que vous allez comprendre, donc celle qui représente le sud-est asiatique, elle s'appelle Jean, et elle nous dit, bon, c'est de loin le sud-est asiatique, donc le continent le plus touché par la marchandisation des corps, et l'industrie du sexe génère des milliards, donc évidemment des milliards de dollars. Donc elle vient des Philippines, elle habite Jakarta, et elle dénonce depuis, ça fait 20 ans que je la connais, mais elle dénonce depuis 20 ans le trafic de femmes, évidemment, la prostitution, mais également le trafic d'enfants et la prostitution des garçons et des filles. Donc elle nous dit, vous ne pouvez pas imaginer, c'est le monde entier qui vient dans le sud-est asiatique pour cela. Le monde entier. C'est pas seulement l'Europe, c'est tout le monde entier. Ça génère des milliards et c'est organisé par les États. Le président, donc à Jakarta, le président des Philippines, organise lui-même, alors il fait les choses en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, il organise le tourisme sexuel, etc. Mais en même temps, il fait de la répression en faisant monter les intégristes chrétiens, pour dire, et les intégristes chrétiens qui s'en prennent aux prostituées parce qu'il ne faut pas de contraception, pas ceci, pas cela. Et en même temps, vous avez le président, donc elle nous disait ça, qui lui-même, c'est l'État qui distribue les préservatifs. Donc vous voyez, c'est donc évidemment, et elle dénonce évidemment l'indifférence et l'hypocrisie de ce gouvernement, mais également l'hypocrisie de la communauté internationale, puisqu'elle nous dit le monde entier est là-bas. Donc voilà, je ne parlerai pas de la Thaïlande, puisque bon, 27 milliards de dollars, et puis en plus, ils ont un PIB incroyable par rapport à ça. Donc je voulais dire la chose suivante, c'est qu'à la fin, alors c'est quelqu'un d'extrêmement émouvant, enfin, ça fait plusieurs fois que j'entends intervenir, et quand elle finit ses interventions, donc là, par exemple, elle a dit, et je souhaiterais que pour mon pays, pour le sud-est asiatique, je voudrais que mon pays soit abolitionniste, et j'admire la France pour la pénalisation des clients. Elle a fini comme ça, et en même temps, chaque fois qu'elle intervient à la fin, et c'est systématique, elle finit en pleurs. C'est incroyable. Elle est vraiment, ça fait 20 ans qu'elle se bouge, et 20 ans elle a agrégé autour d'elle un mouvement qui est assez important, mais pas suffisant, mais évidemment, contre les États, c'est extrêmement dur. Alors ensuite, je voulais parler aussi de l'Océanie. Alors l'Océanie, vous connaissez tous la Nouvelle-Calédonie, et donc il y a la représentante de la Nouvelle-Calédonie qui se présente. Alors elle est océanienne, ce n'est pas avec l'Europe, hein, elle est océanienne, et ça, c'est déjà 5 minutes, pardon.
Et juste, elle dénonce le colonialisme français, bien sûr. Et donc, elle dit, mais en 1853, quand ils sont arrivés, c'était les grandes terres, on pensait, comme tous les colonialistes, que c'était une terre sans peuple. En fait, il y avait des Kanaks, il y avait des gens qui étaient là, avec une culture, et avec une langue, et avec une identité. Aujourd'hui, ils sont à peu près 40% de Kanaks. Ils n'ont pas participé aux élections parce qu'ils savent qu'ils ont déjà tout perdu. Elle est féministe, elle se bat contre les violences. Il faut juste savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est 8% de plus que les violences faites aux femmes. C'est encore pire que ce que nous vivons ici en France. Donc elle l'explique, mais je vais pas. Elle a aussi dénoncé ce qui se passait parce qu'il y a un intérêt commercial et militaire, bien sûr. Bien sûr, Macron y est allé en 2023. En fait, il y a été pour renforcer la militarisation des espaces et pour renforcer l'extraction du nickel. C'est l'Orwell, ils appellent ça l'Orwell. Et donc, elle sait que les populations vont être les premières en ligne, puisqu'il n'y a aucune retombée, évidemment, pour les personnes. Voilà. Donc la région Afrique, toutes les Africaines, elles ont commencé, je vais vous dire par quoi elles ont commencé. Elles nous ont dit l'Afrique est un continent très riche qui pourrait nourrir la terre entière. Cependant, cette terre nourrit les convoitises des multinationales et la prédation des terres va en s'accentuant. Donc elles ont dénoncé toutes les milices, tous les États corrompus. Il y a des réserves d'or, de diamants, de cuivre, de cobalt, de coltan. Donc on a tous des téléphones et également toutes ces industries, ça va nourrir les voitures électriques que nous allons tous acheter en Europe. Donc, évidemment, quelque chose d'assez terrible. Alors, je vais vite, là, je suis désolée, mais donc, je prends encore juste la région MENA, c'est Moyen-Orient et c'est Maghreb. Donc, Algérie, Maroc, Tunisie, le Liban, la Palestine. Et la première chose qu'elles nous disent, nous, on veut lutter contre le fondamentalisme et les lois qui nous régissent. Et elle donne un exemple que toutes les femmes de ce continent vivent, de cette région vivent. C'est par exemple les héritages. Par exemple, elles ont parlé de l'héritage. Tout simplement, vous allez comprendre, un homme vaut deux femmes. Voilà, donc problème d'héritage, inégalité de traitement. Évidemment, elles ont parlé de la polygamie, etc. Elles luttent contre cela, mais également pour la démocratie et la liberté d'expression, puisqu'elles ont dénoncé les lois liberticides, énormément de militants, Algérie, Maroc, Tunisien, beaucoup de militants, de journalistes, etc., sont en prison, et les femmes aussi, puisqu'il y a un problème de liberté d'expression. Donc voilà, ce qui est intéressant, donc on pourra reprendre dans le débat, ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces pays, c'est les femmes elles-mêmes qui décident qu'est-ce qui est le plus important pour elles et pourquoi elles veulent militer. Et donc, nous, les Européennes, on est catastrophés par rapport au traitement des migrants. Juste dire la chose, il y a autant d'hommes et de femmes qui migrent, mais les femmes, elles disparaissent pendant l'immigration. Elles disparaissent parce qu'en arrivant, elles subissent évidemment les viols, les assassinats, les mises en esclavage, etc. Le parcours des migrants, mais je sais que vous le savez, vous êtes tous des militantes et des militants, vous savez quel est le parcours d'un migrant et d'une migrante, c'est catastrophique. Et nous, on a, je pense, une responsabilité en Europe. Donc, retrace le mouvement féministe comme j'oublie, mais moi j'aimerais qu'on fouille et qu'on discute d'aujourd'hui, parce que le post-MeToo, c'est quand même pour moi, j'ai l'impression que c'est quand même la nouvelle vague féministe. Tu disais que le mouvement féministe pendant les retraites n'avait pas pu organiser de cortège. Nous, à Bordeaux, nous avons une assemblée générale féministe qui regroupe énormément de jeunes.
énormément de jeunes femmes et qui sont la force active du féminisme sur Bordeaux. Et elles ont manifesté à toutes les manifestations. Il y avait un cortège de l'Assemblée Générale Féministe. Elles ont une batucada, donc je ne vous dis pas si elles étaient remarquées dans le cortège. Donc à partir de la vague MeToo, à partir de ça, effectivement, au départ, mais aujourd'hui, c'est là que se pose, en tout cas en Gironde, c'est là que se posent toutes les questions féministes, et pas uniquement les questions de violence faites aux femmes, c'est-à-dire sur la question du travail, sur beaucoup de choses. Par exemple, là, sur les 40 ans du planning et la question de l'avortement, de la contraception, c'est à partir de ce groupe-là que les choses se fassent. Chez nous, le CNDF n'existe plus. Donc, je voudrais savoir si c'est local. Voilà. Alors, voilà. Donc, je voudrais qu'on puisse avoir un échange sur cette nouvelle vague de jeunes féministes. Bon, Anne de Lyon, c'est pour aller un peu dans la continuité de ce que tu dis. C'est vrai que pendant toutes les manifestations sur les retraites, il y a eu un très fort cortège féministe, très dynamique, et il y avait des AG féministes régulières, et le mouvement de ce point de vue-là, le côté lutte de classe, reste très, très vif chez nous. Et puis, il y a eu toute une mobilisation autour des 50 ans du MLAC, avec un temps fort organisé avec tous les courants qui le soutenaient. Et on fait partie, il existe toujours un collectif du droit des femmes auquel participent à la fois les syndicats, toutes les associations féministes, la LDH, il reste ce cadre collectif aussi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des courants féministes très radicaux et beaucoup de jeunes féministes, mais qui participent aussi à ce collectif droit des femmes. Et donc aussi la dimension lutte de classe qui perdure et qui est bien dynamique. Voilà. Le point fort, ce qui unit un peu tout ça, c'est le planning familial qui a ça s'appelle pas une section, mais le mouvement planning familial, l'association départementale du planning familial est très très dynamique et un peu porteuse de toute cette mobilisation. D'abord, sur l'intervention d'Auria, je pense qu'on a vraiment intérêt. Alors c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'en France, la marche mondiale des femmes, le groupe autour de la marche mondiale des femmes, occupe peut-être une place moins importante en tant que telle que dans d'autres pays, parce qu'en France, il y a le collectif national pour les droits des femmes, avec y compris des déclinaisons dans certaines régions, qui occupe cette place. Et que du coup, il y aurait moins besoin en France que dans tous les pays que tu as cités et encore ailleurs, d'un groupe se rattachant explicitement à la marche mondiale des femmes. Et en même temps, il me semble que c'est complémentaire. Tout ce que tu as dit montre bien que c'est complémentaire. Et du coup, cet éclairage mondial et les priorités que les femmes des différentes régions du monde, des différents pays définissent, montre qu'à chaque fois qu'on a toujours besoin de tenir les deux bouts. C'est-à-dire que par rapport à nos débats franco-français, tout cet éclairage d'autres régions nous conduit quand même à faire une mise en perspective. Parce qu'il peut y avoir deux tendances tout aussi néfastes l'une que l'autre. L'une consistant à dire, oui, il y a des régions du monde, par exemple l'Afghanistan, pour prendre un cas extrême, où les femmes sont vraiment opprimées, empêchées de vivre, mais nous, ici en France, dans les pays industrialisés, tout ça c'est derrière nous, et les femmes ont gagné leur liberté, etc., etc. Donc faire comme s'il n'y avait plus du tout de raison de se battre et d'oppression. Et une tendance inverse, consistant justement à nier le caractère, je dirais, universel entre les pays du Nord et les pays du Sud, etc., d'un certain nombre de batailles où finalement ça converge.
Donc cette convergence que tu as pointée, je pense qu'elle est essentielle. Sur le féminisme de classe, tu as parlé d'une histoire oubliée, mais je pense que cette occultation de la dimension lutte de classe du féminisme, on la retrouve aujourd'hui dans l'éclairage médiatique et l'image qui est donnée dans les médias dominants du féminisme. On va avoir d'un côté effectivement le féminisme bourgeois à la Elisabeth Badinter qui récupère et dévoie la revendication de droits universels d'une façon qui n'est pas la nôtre, et d'autre part une sorte de dispersion qui malheureusement est là aussi une réalité avec laquelle il faut composer dans des petits groupes très, très marginaux de revendications que Suzy a caractérisées comme identitaires, mais qui finissent par faire abstraction des rapports sociaux de domination. Et je pense que le CNDF, qui se revendique de courant lutte de classe, aujourd'hui est à peu près à la fois invisibilisé, malgré tout ce qui est fait concrètement dans les luttes concrètes de tous les jours, et pris en tenaille sur le plan de la visibilité entre ces deux éclairages tout aussi trompeurs l'un que l'autre. Et ça passe sous silence, effectivement, tout ce qui s'est fait sur femmes et retraites, ce qui se fait dans les syndicats, ce qui se fait dans les entreprises, ce qui se fait sur la question des salaires, la lutte des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, enfin, toutes les luttes de femmes, je ne parle pas seulement de la lutte dans les entreprises, mais toutes les luttes de femmes réelles, concrètes, qui finalement, de fait, se rattachent à ce courant lutte de classe. Voilà, un peu dans ma tête, en tout cas en lien avec des choses que vous soulevez là sur l'invisibilité, l'atténuation de la visibilité, ce qu'on peut produire et ce que continuent de produire les mouvements lutte des classes, et avec l'idée qu'aujourd'hui on entend plus parler mouvement MeToo, nanana, bon voilà. Effectivement, quelque chose se passe aujourd'hui. Pas toujours évident à vivre, je pense, pour les féministes actuellement. Mais juste, je vais rien expliquer de tout ça, parce que c'est plein de questionnements et de choses pas faciles. Je voudrais juste rebondir avec une proposition concrète, en fait. J'ai trouvé intéressant quand Ouria a terminé son exposé en nous rappelant les parcours migratoires, à peu près à moitié d'hommes et de femmes migrent, que au bout du bout, beaucoup de femmes migrantes vivent d'extrême violence, voire meurent dans le parcours migratoire. Juste avant, elle nous parlait du sud-est asiatique et de l'insistance qu'il y avait eu sur le marché de la marchandisation des corps. Bon, je vais m'arrêter là puisque je ne vais pas reprendre ce que tu as dit. Et je trouve que je voudrais mettre ça en lien avec aujourd'hui quelque chose qu'on vit qui est difficile justement. Il y a eu cette fameuse loi de 2016 par rapport à la prostitution qui nous a été rappelée par Suzy. Aujourd'hui, on vit quelque chose d'assez épouvantable de ce côté-là. Des femmes que ce soit dans les manifs du 25 ou du 8 mars, etc., abolitionnistes qui apparaissent en public, en manif, etc., pour parler de la question prostitutionnelle, se font agresser et traiter de toutes sortes de noms d'oiseaux désagréables. C'est un vrai problème. Enfin, moi, je trouve ça très dramatique. C'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème aussi aujourd'hui quand on continue d'être abolitionniste, qu'on est conscient que des choses, on a cette chance d'avoir eu cette loi qui pour une fois est une loi féministe, mais qu'on manque de moyens pour appliquer, pour travailler sur la question des violences, etc. Alors qu'on devrait pouvoir mettre le paquet dans notre pays pour insister sur ouais, ok, une loi, mais maintenant les moyens, etc. On ne peut plus puisque ça fait pas chic, entre guillemets, hein, excusez-moi, je fais rapide, ça fait pas chic d'être abolitionniste, on se fait traiter aussi de tous les noms, quasiment de réac, c'est une horreur, quoi, voilà. Donc à un moment donné, je pense que pour reprendre, il faudrait pouvoir reprendre la main en tant que féministe sur cette question de l'abolition de la prostitution et des moyens à mettre en œuvre en remettant ça
à l'intérieur des violences, enfin, en reconsidérant qu'il s'agit bien le problème de la marchandisation des corps en général est un problème de violence faite aux femmes et pas que aux femmes d'ailleurs, voilà, mais essentiellement femmes et enfants, en faisant le lien avec ces questions migratoires, où par contre, dans les plus jeunes générations de femmes féministes, il y a une sensibilisation, une sensibilité par rapport aux questions de racisme, etc. En faisant le lien, en rappelant la réalité des choses, c'est-à-dire que ces violences prostitutionnelles, qui en prend plein la gueule, sans doute encore plus que les femmes en France, c'est effectivement toutes ces personnes fragilisées par le parcours migratoire. Donc je crois qu'il faut prendre la main là-dessus. Je m'arrête là, j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Je voudrais revenir sur la question de la Nouvelle-Calédonie. Ils sont effectivement les Kanaks 40%, mais c'est pas parce qu'ils pensaient perdre qu'ils n'ont pas voulu le référendum, voter au référendum, c'est surtout parce qu'on n'a pas respecté leur culture, c'est-à-dire la culture du deuil, et qui n'a pas été respectée par l'État français. Donc, parce que tous les autres votes, ils y sont allés. Donc là, il y avait une question culturelle forte. Il y a aussi la question c'est les femmes qui, là-bas, luttent contre la vie chère. Et à un moment donné, quand on leur dit c'est la colonisation qui vous coûte cher, c'est-à-dire parce que les enseignants, les gens qui viennent travailler de la métropole là-bas et qui gagnent 2 fois plus ou 3 fois plus qu'eux, si on supprime la colonisation, le peuple kanak peut vivre tranquillement. Donc ça, c'est, à mon avis, une donnée à prendre en compte. Et puis la deuxième chose, je trouve que j'ai vu le document sur les femmes ensemble, et la question de la santé, je la trouve très très importante aujourd'hui, autant que la question MeToo. Et c'est très bien qu'ensemble ait pris cette décision sur la santé. Si on prend par exemple la question de l'endométriose, qui s'en préoccupe aujourd'hui? Et pourtant c'est un droit de santé, et où on ne met pas les moyens de la recherche, et où des femmes sont en souffrance en permanence, et après on s'étonne qu'elles viennent plus militer, elles sont chez elles avec des bouillottes sur le ventre. Donc il y a un vrai travail à faire de ce point de vue-là, et ça cache aussi, ça cache bien sûr la question de la lutte des classes. Qui peut aujourd'hui se soigner de ce problème-là? Pour se soigner, il faut aller dans des grands centres, payer un maximum, c'est pas pris en charge. Il y a une vraie question de santé féminine aujourd'hui et qu'il faut prendre en compte absolument. Moi, je voudrais répondre sur l'intervention de Bordeaux, de Lyon notamment. J'ai dit qu'il y avait une recomposition du mouvement. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, je suis ravie que des jeunes qui relèvent au sein du mouvement. Il se trouve que je suis très copine avec une copine de Bordeaux, et que je suis tout à fait au courant de ce qui se passe à l'AG féministe de Bordeaux. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien qu'il y ait une auto-organisation en laissant quand même peu ou prou les divergences de côté. Mais je trouve ça très très bien. C'est ce qu'on a essayé de faire à Paris autour de la grève féministe. On avait créé une structure qui s'appelle On arrête toutes pour la grève féministe en laissant les divergences de côté. Parce qu'on se dit que si on continue à discuter pendant des lustres sur l'abolitionnisme et par rapport au voile sans se côtoyer du tout, c'est complètement négatif. Ça ne sert à rien. Il faut qu'on puisse faire des choses ensemble pour après, avec les plus jeunes, pour après pouvoir discuter. Et c'est aussi pour la transmission, parce qu'elle n'est pas connue, que j'ai voulu écrire ce bouquin. J'ai fait il n'y a pas si longtemps un débat à Chambéry, à un truc qui correspond à la fête de l'UMA, donc un truc du PC. Je parlais du capitalisme patriarcat, et un jeune qui prend la parole en disant « Oui, mais la lutte contre le viol, elle a commencé avec MeToo ». Je me suis dit « C'est pas vrai, il faut que j'écrive maintenant un bouquin sur la lutte contre les violences faites aux femmes en France ».
c'est absolument important. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, et on a essayé de le faire, on a essayé aussi à Paris de lancer des AG, etc. Ça marchait pas mal, sauf que ça a été saboté par certaines qui n'étaient pas d'accord, et qu'en plus il y a eu le confinement après. Bon, ça a été un petit peu compliqué. Mais moi, s'il y a de l'auto-organisation en assemblée générale, où on laisse les divergences de côté, où on peut fonctionner, où on peut avoir des espaces de débat, mais je suis complètement d'accord. Nous avons des choses à transmettre et nous avons des choses à apprendre aussi. Alors, j'aime pas tellement, pour terminer peut-être un peu là-dessus, j'aime pas tellement, je l'ai mis un moment dans... Non, je ne l'ai pas mis dans le bouquin, j'ai mis dans un interview après, parce que dans le bouquin, j'ai employé le terme de vague. J'aime pas tellement le terme de vague, et il y a d'autres qui le disent, parce que la vague, elle avance, et puis elle remporte tout sur son passage. J'espère qu'il y a quand même certains acquis, et que ça remporte pas tout sur son passage. Alors, c'est ce que je dis tout le temps, nous, quand on a commencé dans les années 70, bien sûr, il y a un numéro de partisan qui est paru et qui disait « Libération des femmes à des zéros ». On était complètement ignares. Après, on a rectifié, mais il s'est trouvé que les militantes féministes qui avaient avant, elles étaient décédées. Là, pour le coup, nous, on est là, toujours vivantes. Alors, bien sûr, on a les cheveux blancs, on se teint les cheveux, mais on a des choses à transmettre et des choses à discuter. Et moi, je suis ravie de la nouvelle génération. Essayons de faire des choses ensemble, du genre la grève féminine. Je suis ravie que ça marche aussi très bien à Lyon. Moi, je trouve ça normal que les jeunes créent leur propre structure. Je trouve ça complètement normal, mais qu'on essaye de faire des choses ensemble, discuter, échanger, etc., etc. Voilà, c'est ça qui me semble important, qu'on puisse essayer de transmettre et qu'on puisse essayer d'apprendre certaines choses auprès des jeunes. Tu veux réagir? Oui, non, mais je suis d'accord avec Suzy, mais quand elle parlait, en fait, quand on se retrouve au niveau international, les plus vieilles, c'est les européennes. Dans tous les pays, elles sont extrêmement jeunes, elles ont 20, 30 ans, etc. Elles sont extrêmement dynamiques. Donc, et je me rends compte qu'en fait, bon, peut-être que l'Europe est un continent qui vieillit, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a ça aussi. Et je voudrais répondre à la copine sur la Nouvelle-Calédonie. Peut-être ça vous fait drôle de penser que la Nouvelle-Calédonie, c'est une colonie française. Peut-être, parce que là, j'ai rencontré des indépendantistes. C'est pas parce qu'on n'a pas respecté la culture, etc. Je ne crois pas. Elles ont des analyses très fines sur leur situation. Quand elles racontent la façon dont elle a été à l'école, la façon dont ils sont relégués et la façon dont elle a vécu, elle vivait dans un bidonville à côté d'un caniveau, voilà. Donc, voilà. Et moi, ça fait écho en moi. Je suis désolée, je suis d'origine algérienne, ça fait penser à la colonisation algérienne. Voilà, tout simplement. Donc, peut-être que ça vous fait drôle, mais elle l'a écrit, elle a dit comme ça, je le dis comme ça. Dans les Alpes-Maritimes, on a un collectif droits des femmes qui existe depuis 1995, depuis la fameuse manif dont tu parlais tout à l'heure, où il y avait 40 000 personnes. Et on essaye, bon gré mal gré, de le faire vivre tous les 8 mars, et puis maintenant 25 novembre, puis 28 septembre, et puis ponctuellement de prendre des initiatives et de maintenir tout le monde ensemble, les jeunes et les moins jeunes, en essayant d'associer notamment les copines de nous toutes qui sont arrivées plus récemment, et voilà, de mettre un petit peu de côté parfois les sujets de tension, comme la question par exemple de la prostitution, même si on reste persuadé que la prostitution c'est la partie complètement émergée des violences faites aux femmes, à la fois à la jonction de la domination masculine, du patriarcat, du capitalisme, du colonialisme et du racisme. Donc ça condense tout ça. Mais c'est un sujet qui est difficile d'aborder et voilà. Et même s'il faudrait qu'on remette cette question sur le tapis pour effectivement comprendre ce qui se passe et pourquoi il y a cet affrontement, pourquoi quand on a des positions abolitionnistes où on peut se faire effectivement insulter. Je crois qu'on nous prête beaucoup, enfin les uns les unes les autres, on prête aux autres en fait des idées sur ce qu'est l'abolition et sur ce que pourrait être la réglementation et qu'il faudra avoir un débat apaisé, mais qui est très 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 difficile à avoir. En tout cas, moi ce que je voulais dire, c'est que je voulais remercier Suzy et Auria de nous avoir finalement parlé de cette révolution féministe mondiale, à la fois sur ce qui se passe effectivement ici en France et puis ce que tu nous as raconté qui est très 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 intéressant, et poser la question de quels sont aujourd'hui
les enjeux, quels sont les axes principaux sur lesquels on doit agir. Parce que, Suzy, en conclusion, tu disais, bon, il y a la question des violences, effectivement, qui est pas née avec MeToo, mais qui a été révélée, qui a été mis en lumière par MeToo et par ce qui s'est passé après. Je crois qu'il y a une prise de conscience extrêmement importante. Donc il y a cette question des violences, il reste encore des choses à faire, y compris localement, pour porter ce débat, notamment dans la Constitution, et peut-être effectivement retravailler sur la question de la loi cadre. Il y a la question de l'égalité salariale entre hommes et femmes, qui a quand même été drôlement bien mise en lumière à l'occasion de la contre-réforme des retraites. Je veux dire, jamais on a autant parlé des inégalités salariales, et même s'il n'y avait pas forcément dans toutes les manières de cortège féministe, c'était quand même dans tous les tracts, enfin, des tracts que j'ai vus, donc quand même pas mal, et ça continue à être porté. Je crois que c'est une lutte qu'on doit continuer, y compris en portant très très fort la revendication de la réduction du temps de travail, même si c'est pas très tendance, mais je crois que ça, c'est quelque chose qu'on doit porter très très fort. Il faut qu'on continue à porter tout ce qui est des luttes contre le racisme et les discriminations, et tu parlais d'intersectionnalité, ou en tout cas d'oppression et de discrimination qui s'ajoutent. Enfin, tu as consubstantialité, je crois que c'est ce que tu as employé comme terme, et ça aussi il faut continuer. Et puis il y a aussi la lutte qu'on doit mener par rapport à, bon, quand il y a une révolution, comme c'est le cas de la révolution féministe, il y a forcément des réactions, et il y a les réactions des masculinistes, mais pas que. Il y a aussi effectivement, il y a la question de l'extrême droite qui se pose, qui d'un côté va agir contre l'endométriose, enfin qui a voulu en parler en tout cas, mais qui d'un autre côté tient à quand même ramener les femmes sous le joug de la domination masculine et sur plein de choses que vous connaissez. Et puis il y a aussi plus récemment des oppressions qui sont faites spécifiquement sur les femmes et sur les jeunes femmes, en laissant penser que finalement elles ne sont pas autonomes dans leur manière d'agir et de penser. Je pense particulièrement à quand on leur interdit d'avoir un haut trop court, une jupe trop longue ou une abaya le jour de la rentrée. Je trouve qu'il y avait d'autres sujets à mener. Et encore aujourd'hui, on voit que le principal sujet de discussion au Sénat, qui remet en cause l'équilibre national français et une attaque au patrimoine, c'est quand même l'horreur de cette écriture inclusive qui nous met en danger et qui nous fait perdre notre latin. Henri Ardéchois, Marseillais. Les éléments que je vais donner ont été évoqués, mais je veux insister par rapport à la question de la lutte des classes. Dans une situation qui n'est pas très favorable à notre classe et aux dominés en général, les femmes sont encore plus atteintes. Ça a été évoqué pour les retraites, pour le salaire, mais c'est aussi sur les conditions de travail. Je parle d'un secteur que je connais très bien, qui est l'action sociale. Les aides ménagères ou autres, c'est les contrats qu'elles ont sur des heures de vacation. C'est pour ça que mes camarades syndiqués, quand je leur dis qu'il faut partir en grève générale, oui d'accord, mais quand tu fais 3 heures par jour, que tu as des enfants, et que tu es obligé de bosser, ça pose quand même des problèmes. Donc il y a toute une réflexion à avoir, qui d'ailleurs rejoint le débat sphère domestique et sphère du travail. Parce qu'il y a des métiers qui sembleraient naturellement prédestinés pour les femmes. Alors dans l'éducation, c'est souvent le cas maintenant, de plus en plus. Je vais y revenir, mais dans l'action sociale, n'en parlons pas. C'est les femmes. Et les métiers du care, par exemple. Et je vais terminer par deux trucs très simples. J'ai mené un travail de recherche pendant le Covid sur la délégation pédagogique qui assumait la scolarisation à la maison. Dans la ville où je suis de 3800, il y a eu 2 hommes qui ont répondu. Alors le gag de l'affaire, c'est que sur les 2, il y en a un qui l'a répondu, qui s'était mis lui en arrêt pour s'occuper de la scolarité, mais quand je lui ai posé des questions, lui il ne me posait pas les questions, c'est ma femme qui s'en occupait le soir quand elle rentrait. Voilà. C'est un exemple précis, qui est caricatural, mais qui est significatif du partage des tâches entre hommes et femmes. Et dernier truc, suite aux émeutes, comme on a dit, à la révolte, je préfère dire. Vous avez vu les éléments qui sont sortis? Les enfants, les jeunes qui ont été inculpés sont issus de familles monoparentales. Familles monoparentales. Donc, famille monoparentale où les femmes sont seules, et donc on ne va pas stigmatiser le mec qui s'est barré, et
qui a laissé la femme s'occuper des enfants. On montre la femme, famille monoparentale, qui éduque mal ses enfants, qui les laisse aller faire les mains dans la rue. C'est un scandale, c'est un scandale. Voilà. Je voudrais signaler qu'il y a une lettre mensuelle de la Marche mondiale des femmes France, à laquelle on peut s'abonner, n'est-ce pas? Et il y a également CAPIR, qui est sur la question internationale, avec les luttes de femmes, justement, des différents continents, et qui est très intéressant. Je ne peux que suggérer de suivre toutes ces luttes, parce qu'elles nous apportent beaucoup. Deuxième chose que je voulais dire, l'aspect lutte des classes s'est aussi développé dans les syndicats, et là, ça n'a jamais cessé. Et là, il n'y a pas de flux, de reflux. Là, il y a la lutte des femmes syndicalistes pour faire admettre qu'il y avait une oppression spécifique des femmes, que ça n'allait pas seulement sur la question du travail, mais de façon générale. Et je trouve que là, on a quand même engrangé des victoires dans cette affaire-là, parce que toutes les lois successives sur l'égalité professionnelle, même si elles ne sont pas appliquées, c'est quand même, suite aux différentes luttes des femmes dans les entreprises sur ces questions-là, revendicatives, qu'elles ont été mises en avant. Je voulais dire sur la santé des femmes, on a fait à Nantes, enfin ça fait 3 ans maintenant qu'on fait en intersyndical femmes avec la FSU et Solidaire, une journée de formation par rapport aux femmes au travail. Donc on a eu une première fois sur les questions de discrimination, une fois sur, je suis en train je ne sais plus la deuxième, et là celle qu'on avait cette année, c'était sur la santé des femmes au travail. Et pour rebondir sur les questions d'endométriose, on avait y compris parler des questions d'actualité qui posent des problèmes, pour savoir comment faire pour à la fois garder le secret médical pour que les femmes aient des droits pour s'absenter dans les cas de règles douloureuses, ou si elles font une PMA par exemple, ou ce genre de choses. Et le fait que les problèmes sont bien réels et qu'il faut trouver des moyens pour que ces femmes puissent bénéficier de jours de congé pour faire ce qu'elles ont à faire. Sur la question des violences au travail, voilà, c'était sur le troisième aspect qu'on avait fait. Il est bien évident que vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe un genre de coordination informelle à la fois des syndicats, des différents syndicats, des différentes organisations politiques et d'associations qui ont des cellules de veille contre les violences qui existent et dont je fais partie avec Françoise Guéral pour représenter ensemble. Donc ces questions-là, on essaye aussi de les avoir de façon inclusive, à la fois sur le temps de travail, sur le hors-travail, sur les conséquences, par exemple, des violences conjugales sur le travail des femmes, parce qu'il y a aussi des conséquences des violences conjugales sur le travail des femmes, et c'est important d'y penser. Mais donc la relève sur la lutte de classe est bien assurée dans les syndicats. Jean-Claude Waldemar. Donc je vais prolonger ce que dit Aline, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Bien sûr qu'on est interpellé par ce que dit Suzy sur le fait que le féminisme lutte de classe serait devenu un peu plus invisible qu'il ne l'était à un moment donné. Mais on peut se poser la question de quel type de lutte de classe était visible à une certaine époque. Par exemple, après-guerre, la lutte des classes était représentée par les hommes. Les grandes entreprises, il y avait une dimension extrêmement masculine de la lutte de classe. On sait très bien d'ailleurs que depuis cette période que
dans la brochure qui a été faite sur le bilan des journées intersyndicales féministes, montre que les femmes ont toujours travaillé, mais personne ne les voyait, et en particulier le travail à domicile. Mais en même temps qu'elles sont rentrées beaucoup plus sur le marché du travail, de manière quasiment paritaire maintenant, elles ont transformé la lutte de classe. MeToo, ça veut dire tu es homme syndical, tu pratiques la lutte de classe, toi homme syndical, mais tu ne dois plus la pratiquer comme tu la pratiquais avant. C'est ça qui est la révolution MeToo. Ça enrichit la lutte de classe d'une autre dimension qui est intriquée à la lutte de classe, qui est la dimension genrée et la dimension des violences. Donc moi je pense que les femmes, dans le mouvement MeToo, a contribué à donner à la lutte de classe une dimension beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche qu'elle ne pouvait être à un moment donné. D'autre part, moi je suis les travaux d'une sociologue, Maud Simonet, et aussi un petit peu l'historienne Fanny Gallo, qui a travaillé sur les luttes ouvrières féminines. Elles mettent en avant les travaux invisibles. Ce qui est visible, les luttes les plus visibles sont toujours été celles des hommes. Et elles mettent en avant, notamment Maud Simonet, elle fait tout un travail extrêmement précis là-dessus, sur le fait que le travail des femmes, il est invisible et il n'a pas la même valeur que celui des hommes. Donc ça correspond à la question de l'égalité que rappelait Florence. Il y a le mot égalité, mais surtout, il faut conquérir une valeur du travail des femmes. On avait ce matin le débat sur la question des valeurs, le travail des valeurs. C'est très important ça, hein, que le travail... Bon. Et les métiers du quart, c'est pareil, les métiers du quart qui ont été rappelés, il peut y avoir une ambiguïté sur le mot quart. Service, c'est les femmes qui font des services. Mais les femmes ont mis dans le débat social l'idée que rendre service, c'est aussi pour les hommes. Que le travail dans l'entreprise, il doit changer aussi sous cette forme-là. C'est pas dans les services publics, etc. On doit changer la nature du travail. Je vis dans un quartier populaire à Grenoble et j'y travaille. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais poser la question du voile. Voilà, donc en fait, j'ai une fille qui a 17 ans qui voulait se voiler l'année dernière. Donc voilà, hein, c'est l'effet de mode, je ne sais pas l'expliquer, en tout cas, ça existe dans nos sociétés de plus en plus, et c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Et donc moi, je pose ici cette question. Alors, je lui ai interdit de le faire parce que j'estime qu'elle est encore sous ma responsabilité, qu'elle n'est pas encore majeure. Mais je pars du principe que si elle veut se voiler dans 2, 3, 4 ans, j'estime qu'elle a le droit de le faire. Et donc je pose ici la question du voile, enfin en tout cas du choix individuel des jeunes femmes, parce que c'est des jeunes femmes. Alors, on n'a pas enfin son papa ne l'a pas obligée à se voiler, ni son copain, ni qui que ce soit. Elle a fait des recherches, voilà, bon, à cet âge-là, on se cherche aussi, on construit son identité. Et donc, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'interroge et j'aimerais avoir en tout cas vos retours. Je pense que vous abordez un petit peu, Suzy, cette question dans vos livres que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai acheté. Donc, voilà. Voilà, donc par exemple à Grenoble, la municipalité a fait voter, enfin a retravaillé le règlement des piscines en votant
la possibilité de se couvrir. Donc maintenant, à Grenoble, on peut mettre une tenue couvrante ou pas. Donc on a le choix. Et donc on s'est fait traiter, enfin la municipalité en tout cas s'est fait traiter d'islamo-gauchiste. Voilà, donc c'est quelque chose qui existe de plus en plus. Moi j'ai plein de copines de ma fille qui sont voilées. Et voilà, et donc je me dis, c'est une question qui va arriver, et peut-être qui est déjà là, hein, dans le mouvement féministe. Je pose ça là, et donc j'aimerais savoir si il y a des réflexions autour de ça. Je me dis intersectionnalité, universalisme, voilà. Donc voilà. Merci. Bonsoir Bruno de Nice. Pour plusieurs choses. D'abord, merci pour les interventions à la tribune. Si le débat est intéressant, et même plus qu'intéressant, c'est aussi parce que les interventions, pas seulement, c'est aussi parce que les interventions à la tribune l'ont permis. Alors, je voudrais mettre un souhait, je vais y venir après, mais d'abord revenir sur des choses qui ont été dites par Suzy et questionner Suzy en quelque sorte. Par rapport à son travail et par rapport à ce qu'elle nous a dit. Tu n'as pas eu le temps de développer, on comprend bien pourquoi. Quand tu as évoqué la question de l'intersectionnalité, le black féminisme, etc., tu renvoyais ça à une réalité spécifique des États-Unis en disant grosso modo que, et je ne veux pas te trahir, hein, mais c'est en tout cas ce que j'ai compris, et puis j'ai lu ton travail et puis on en a déjà parlé, le fait que en France, on n'est pas du tout dans ce type de situation et on n'a pas la même histoire. Moi, je voudrais faire une petite remarque brève, je ne vais pas la développer parce que ce n'est pas le sujet et ce serait trop long. Je crois que c'est Stéphanie tout à l'heure qui souhaitait qu'on ait un regard qui ne soit pas un regard franco-français. Je partage tout à fait ce point de vue. Eh bien justement, c'est quoi la société française? Je ne parle pas de nous et pour nous. La société française telle qu'elle est vue par la recherche en sciences sociales dans d'autres régions du monde, dans d'autres continents. Eh bien, ce qui est dit en général par ces recherches, c'est qu'elle est curieuse, cette société française. C'est un melting pot de toutes les sociétés européennes. C'est probablement celle qui ressemble le plus à la société des États-Unis, même si l'histoire n'est pas la même. Je referme cette parenthèse, mais ça me paraît important. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne l'intersectionnalité, moi je n'aime pas le terme, mais c'est la problématique qui me paraît intéressante. Je crois que tout à l'heure, Jean-Claude parlait d'intrication. On pourrait trouver d'autres termes, mais cette idée que doit être combiné et articulé le combat féministe, le combat social, à travers les luttes de classe et tout ce qui a été dit, mais aussi, j'ajoute, et c'est très important, ça a été dit par d'autres que moi avant, l'antiracisme, ça me paraît essentiel. Parce qu'on n'a pas la question noire en France, mais on a la question quand même de notre héritage colonial et des discriminations massives et du racisme massif qui touche les populations qu'on a longtemps appelées issues de l'immigration. Et quand Suzy, tu disais tout à l'heure, l'enjeu en conclusion, c'est peut-être de réactiver une sensibilité ou une tendance lutte de classe dans le mouvement féministe. Moi, là, je te pose la question, est-ce que l'enjeu n'est pas plutôt cette articulation, non pas de 2 éléments, mais de 3, en incluant l'antiracisme? Alors, rien à voir, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur le système prostitutionnel, parce que ça me paraît extrêmement important. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, que je partage totalement, mais ajouter quelques éléments. Parce que, d'un point de vue féministe, le système prostitutionnel, il n'y a aucune concession possible. Et on doit maintenir une position extrêmement ferme. Mais ce n'est pas seulement d'un point de vue féministe, ça a été dit avant moi, par d'autres, c'est aussi d'un point de vue altermondialiste et internationaliste. Parce que le système prostitutionnel, il a à voir avec une logique coloniale. Et il a à voir aussi avec une autre conception des rapports nord-sud. Le tourisme sexuel en Thaïlande et ailleurs, c'est quoi? Et alors, de ce point de vue, je voudrais poser une question à la fois à la tribune et émettre un souhait. Quand on pense au tourisme sexuel, dans des pays comme la Thaïlande et d'autres, système prostitutionnel, violence faite aux femmes,
Eh bien, ce qu'on ne dit pas suffisamment, encore que ces dernières années, dans certains textes féministes, j'ai lu des choses, mais ça n'a pas été très développé. Là, j'émets un souhait. Pourquoi on ne parle pas davantage aussi, pas à la place, aussi des violences faites aux enfants? Et pourquoi on ne prend pas suffisamment en notre compte, aux côtés du combat féministe, dans l'articulation dite précédemment, le fait qu'on doit absolument militer aussi pour les droits des enfants, contre les violences faites aux enfants, etc., etc. Il me semble que c'est quelque chose dont on parle très peu, et j'aimerais de ce point de vue savoir ce qu'en pense la tribune. En tout cas, j'émets un souhait aussi à travers cette intervention. Bon, ce que je voulais dire juste, bon, j'entends ta question, donc, la copine qui a posée de Grenoble. Alors, je voudrais dire un peu comment on a conçu ce débat, pour justement éviter de partir là-dedans, pour dire les choses franchement. Parce que, bon, après, évidemment, Suzy et Aurélia répondront comme elles le souhaitent, mais moi, ma responsabilité, c'est d'éviter que le débat, je dirais, dégénère. Donc, effectivement, on a fait le choix d'essayer de prendre un peu de hauteur, de mise en perspective, etc., par rapport à ce débat qui nous divise toutes et toutes, et on le sait, pas forcément ici sur la prostitution, j'ai l'impression, mais sur le voile, la laïcité, l'universalisme, la façon de concevoir l'intersectionnalité, à Paris-Bruno, etc. On a fait le choix, effectivement, de ne pas rentrer dans des argumentations que pour certains et certaines d'entre nous, on échange depuis à peu près une bonne trentaine d'années. Bon, voilà, c'est un euphémisme. Donc voilà, on s'est dit, voilà, si on veut que ce débat se tienne correctement, voilà, on ne va pas directement aborder de fond une question comme celle-là, parce que ça ne sert à rien, tout a été dit, etc. Voilà, donc après, il se trouve que toutes les trois, on a la même position sur la question, et je crois que c'est assez clair pour tout le monde, ce qui n'empêche pas que, par rapport à ce que dit Bruno, sur l'intersectionnalité ou quelque autre terme qu'on emploie comme consubstantialité, comme l'évoquait Daniel Kergoat, on est tous et toutes d'accord ici dans cette salle, je pense, sur le fait qu'il y a une articulation des rapports sociaux de domination, qu'ils soient de genre, alors on va pas dire de race, mais vous comprenez ce que je veux dire, hein, de domination coloniale, ethnique, etc., d'orientation sexuelle, enfin bon, de tout ce qui peut être mis en avant comme rapport de domination qui s'articule entre eux et de classe. On est tous d'accord. Le problème, c'est qu'on n'en tire pas tous et toutes les mêmes conclusions hein, en termes de ce qu'il faut défendre ou pas. Voilà, donc ça on le sait. Voilà, j'adresse donc une mise en garde, je dirais, pour qu'on maintienne, je dirais, le cap de ce débat dans des conditions insouhaitables. Merci. Je m'excuse, j'ai pris en cours les interventions, donc Suzy, j'ai pas assisté à ton intervention, mais j'ai retenu, en tout cas ça, c'est ce que je partage, le fait d'accueillir, enfin de travailler avec tout le monde et puis essayer de changer, s'il faut changer des choses, de changer avec les concernés. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est deux choses. Je voulais demander, est-ce que la France, de votre point de vue, est très bien placée pour donner des leçons sur la condition de la femme au monde? Non, mais je m'excuse, j'explique, je m'excuse, sans vous parler dans la marge, je ne veux pas être désagréable envers personne, avec tous mes respects pour tout le monde, surtout pour les femmes. Mais voilà, je me dis, moi ça fait 30 ans que je suis en France, on n'a connu qu'une seule première ministre, et c'est uniquement récemment qu'on a une deuxième première ministre en France. Combien de femmes au CAC 40? Combien de femmes généraux, ça, je peux dire, on peut aller plus loin. Voilà. Alors qu'on a eu, par exemple, au Pakistan, il y avait une femme qui était Premier ministre depuis plus de 30 ans. En Argentine, au Brésil, etc. Voilà. Mais c'est juste un petit peu provocateur, mais plus profondément dans la question, c'est est-ce que vous pensez
on vous amène pas, on n'amène pas la femme, et puis nous, les hommes aussi, parce que moi je me considère comme féministe depuis que j'étais au collège, avec une leçon d'un professeur, mais je ne vais pas m'étaler par rapport à ça. On l'a dit. Mais est-ce qu'on ne vous amène pas parfois sur des débats, je ne dis pas qu'ils ne sont pas importants, d'ailleurs c'est venu, par exemple sur le voile, sur la baille et tout ça, où au lieu de s'occuper des problèmes vraiment qui sont très importants, par exemple l'égalité salariale, et vous commencez à parler de ça, on vous dit on change le sujet. Par contre, par les chiffons, par les voiles, etc., on va même aller plus loin, on va aller libérer les femmes du monde. Voilà. Et après, deuxième chose, juste par rapport à la prostitution, parce que c'est très important, parce que la principale question c'était ça. C'est pour vous dire, est-ce que vous pensez que c'est plus l'homme masculin, qui freine la condition féminine, ou bien ça se fait aussi avec la complicité des femmes? Parce que pour moi, il y a des tyrans un peu partout dans le monde, mais derrière chaque tyran, il y a une tyranne. Moi, je l'écris avec un trait d'union. Donc, voilà. Par rapport à la prostitution, justement, c'est juste que, historiquement, avant qu'il y ait des macros, il y avait des maquerelles. Moi, pour moi, la violence faite aux femmes, elle est hebdomadaire. C'est-à-dire, cette violence faite aux femmes, c'est des violences mentales, par rapport à nos camarades précaires. Et quand je dis qu'elles sont mentales, quand on dit que ce sont des violences mentales, c'est-à-dire que notre travail, c'est de veiller à ce que que nos camarades femmes précaires, intérimaires, puissent avoir l'assurance de travailler lundi. Comment ça se passe? Il y a maintenant un grand nombre de femmes intérimaires. Essentiellement, ce sont des femmes, et ce sont des femmes seules, avec enfants, et qui sont soumises à la volonté des petits chefs, qui disent à la direction des ressources humaines, celle-ci je n'en veux plus, donc elle ne revient pas. Et on assiste parfois à des femmes qui se mettent à pleurer, et j'ai vu des camarades en pleurs qui suppliaient les syndicats d'intervenir pour qu'elles puissent retourner travailler le lundi. Cette violence, elle est insupportable. Et pour nous, en tant que militants syndicaux, c'est un petit peu nouveau, puisque depuis que la Poste, le groupe La Poste, ou plutôt les 26 métiers de La Poste ont changé, eh bien nous sommes obligés de veiller au grain. Alors là, on se fait aider entre syndicats, on se fait aider par les autres syndicats, en veillant à ce que chaque camarade femme puisse retravailler lundi. Et alors, il m'est arrivé d'oublier d'aller voir tel Fatoumata, tel Yasmina, tel Mamadou, que j'ai oublié de voir parce que je pensais on avait oublié, ou plutôt que les syndicats avaient oublié de s'occuper de son sort pour qu'elle puisse retravailler. Moi, ça me semble... Alors bon, évidemment, on a une commission syndicale, on a une commission femmes syndicales qui fait du bon boulot, mais je voudrais dire combien cette situation, elle est un petit peu nouvelle pour nous, et je peux vous dire que c'est du boulot, c'est pas du boulot syndical classique, mais c'est du boulot de tous les instants. Et cette brutalité, elle est vraiment infernale. Lia a fait référence à la vitalité et au dynamisme des mouvements féministes en Amérique latine. Je crois que je peux en témoigner un petit peu, puisque depuis 2 décennies, j'y suis allé régulièrement, j'ai pu mesurer l'accumulation de force de ces mouvements féministes, et je voudrais pointer ici le rôle qu'elles jouent contre la montée des extrêmes droites, et notamment le rôle qu'elles ont eu au Brésil dans la défaite de Bolsonaro, en Argentine contre la candidature de Milei, candidat d'extrême droite, qui s'est présenté, qui voulait supprimer radicalement tous les droits des femmes, supprimer le secrétariat d'État aux droits des femmes.
Et donc il y a le 28 septembre dernier, j'étais en Argentine, il y a eu des mobilisations dans toutes les grandes villes contre ce personnage, ce sinistre personnage. Et par ailleurs, je voudrais dire aussi qu'il y a eu une évolution, y compris dans les réseaux militants. Il se trouve que je participe depuis une dizaine d'années au réseau international de l'économie des travailleurs. Et dans ces rencontres, systématiquement aujourd'hui, il y a des assemblées de femmes, il y a des réunions non mixtes. Et lors de la dernière à laquelle j'ai participé, donc à Rosario, en début de séance, il a été rappelé l'attitude que les militants et les militantes devaient avoir, c'est-à-dire le respect, le refus de toute discrimination, un rappel sur le comportement, et y compris les attitudes verbales parfois qui peuvent déraper. Et donc, effectivement, le mouvement MeToo a eu un impact non négligeable. Je termine. Merci beaucoup. En fait, merci pour vos interventions. En fait, ces débats, les discussions après m'ont fait penser aux courageuses femmes de ma région, en Syrie du Sud. C'est dans la région de Soueïda, où elles sont depuis 2 mois et demi en révolte, en vraie révolte, qui tiennent les rues tous les jours, en chantant, en dansant, en lançant des slogans pour libérer les prisonniers, pour libérer les pays. Ce sont des femmes courageuses en fait. C'est la première fois depuis 12 ans de révolution en Syrie qu'on voit le rôle de la femme dominante dans ces manifestations de Soueïda en fait. J'aurais bien aimé montrer les camarades quelques séquences de vidéos et quelques photos de ces superbes femmes qui conduisent la révolution dans ma région en Syrie maintenant, réclamant, comme on dit, les droits fondamentaux de l'homme et des femmes, les droits fondamentaux à l'existence, parce qu'elles souffrent énormément. Ils payent le prix énorme par le manque de prix de produits de nécessité, par le manque de pouvoir, par leurs jeunes qui étaient obligés de partir du pays, ils sont touchés psychologiquement et matériellement, et c'était vraiment, on est heureux de voir la femme prendre un rôle très important, on est le premier plan dans cette révolution pour la liberté. Merci beaucoup. On va avoir des conclusions très rapides et je m'en excuse auprès des intervenants, d'autant plus qu'on apprend qu'il y a carte blanche à PEPS, comme il y a eu hier soir au GDS, donc de 20h à 21h en salle Brassens. Voilà, et par ailleurs, il y a une feuille, je crois, qui circule pour que ceux et celles qui veulent être informés de l'activité de la commission féminisme d'ensemble le donnent, laissent leurs coordonnées. Alors voilà, quelques minutes de propos. Et avant que j'oublie, je signe le bouquin juste après, à la librairie, je crois. Je l'ai dit au début, mais effectivement, j'ai signé son bouquin. Alors, il faut aller très très vite, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Je vais répondre à Jean-Claude. S'il vous plaît, encore un peu d'attention. Je vais répondre à Jean-Claude. Effectivement, que la prise en compte de la lutte des femmes a énormément progressé dans les syndicats et aussi à Aline. C'est une évidence et je crois par rapport à la situation que j'ai décrite très très rapidement au début, non, je n'ai même pas pu la décrire, je l'ai citée dans la CGT, il y a eu une énorme progression donc, qui est liée aux activités du mouvement féministe. Alors moi quand je dis, mais je n'ai pas le temps de m'étendre, qu'il n'y a pas eu de cortège féministe. D'abord, j'ai dit, dans les manifs contre la contre-réforme des retraites, d'abord j'ai dit que je parlais de Paris. Effectivement, il y en a eu en région. Et c'est une très bonne chose. Mais moi, c'est vrai que souvent, quand je dis il n'y a pas de cortège, etc., j'ai tendance, parce que j'y crois beaucoup, et j'y tiens beaucoup, à parler du mouvement autonome des femmes. Il me semble nécessaire, à chaque fois, oui, réaffirmer son existence et sa nécessité surtout. Alors j'ai pas le temps de détailler, mais je pense que c'est la vigie qui me semble hyper importante par rapport
à toutes les positions qu'on peut avoir. C'est absolument déterminant. On pourra en discuter si tu veux après. Alors, par rapport à ce qu'a dit Bruno, j'ai dit que je ne pourrais pas intervenir sur tout. Par rapport à l'antiracisme, c'est une évidence. Je vais citer des faits là, mais pas uniquement des prises de position. Nous, avec On arrête tout, dont je parlais, hein, mais c'est une émanation du CNDF. On va aux manifs du comité Adama. On va aux manifestations des sans-papiers. On a été à la manifestation du 23 septembre contre les violences policières, après les révoltes des jeunes, après la mort de Naël. Je pense que c'est des faits qu'il faut citer par rapport à ça, et j'ai essayé de le dire au sein de mon exposé qui a été très rapide. On a accusé les féministes des années 70 de n'avoir jamais parlé de l'antiracisme. J'ai cité l'auto-organisation des femmes immigrées. Elles sont grandes, elles n'avaient pas besoin de nous. En revanche, elles étaient en lien avec nous, mais c'était leur choix, premièrement. Et j'ai cité le collectif féministe contre le racisme qui a été créé dans la foulée de la marche pour l'égalité de 83 en 84. J'ai cité tous ces trucs-là parce que c'est des trucs qu'on nous rejette à la gueule aussi à l'heure actuelle. Et c'est évident que l'articulation des rapports de domination, comme on dit rapidement, c'est sexe, race et classe. C'est une évidence. C'est une évidence. Alors, ce que je voulais dire aussi par rapport aux violences faites aux enfants, moi j'étais une des fondatrices du collectif féministe contre le viol, c'était en 85. En 86, il y a eu par Eva Thomas à la télé, Eva Thomas qui était une femme de Grenoble, le fait qu'elle a été violée par son père quand elle était enfant. Donc, le fait de dévoiler le viol incestueux. À partir de ce moment-là, est paru en incrustation à la télé, parce que c'était dans une émission que vous avez peut-être connue toutes et tous, les dossiers de l'écran, et est paru le numéro de téléphone du collectif féministe contre le viol. Moi, j'étais au bout du téléphone, hein, avec d'autres copines, évidemment. Le lendemain, il y a eu une déferlante de femmes, souvent assez âgées, quelquefois des hommes, qui témoignaient par rapport aux violences qu'elles et ils avaient subies quand elles étaient enfants. Et je me rappelle très bien, on a essayé d'embrayer là-dessus, je me rappelle très bien, il y avait une femme qui était psychiatre, qui s'appelle Catherine Bonnet, qui était poursuivie par l'ordre des médecins parce qu'elle avait dévoilé des cas de viol incestueux. On l'a soutenue devant l'ordre des médecins quand on passait un conseil de discipline, etc. etc. C'est-à-dire que les violences faites aux enfants, on essayait de faire le lien avec les luttes féministes dès le milieu des années 80, c'est ce que je veux dire. Mais, elle me dépêche. Mais le viol incestueux, allez, chape de plomb, très vite. On a quand même réussi à faire changer de loi. Chape de, en 1989, chape de plomb très vite, et c'est ressorti avec la famille agrandée et le consentement, etc., etc. Mais c'est pour ça qu'il faut à tout prix que j'écrive sur l'histoire de la lutte contre les violences. À l'heure actuelle, il y a des associations spécifiques et nous essayons de faire le lien, effectivement, avec ces associations. Mais c'est une vraie lutte que tu poses. Je donne la parole à Auria parce qu'il y a juste, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, on pourra se voir et discuter tout à l'heure, mais par exemple la marche mondiale, quand on rencontre les femmes, c'est elles qui nous disent, elles nous donnent même pas des leçons puisqu'on est dans l'échange, mais elles nous disent voilà ce que nous vivons dans nos pays et voilà ce qu'on a envie de changer, que ce soit en Amérique latine, voilà. Et quand par exemple le sud-est asiatique, moi je me pose quand même la question, c'est quoi cette humanité où on a des personnes qui vont acheter des corps de femmes et d'enfants? Voilà, on est dans quelle humanité? Donc on ne donne pas de leçons, c'est humain. Je veux dire, de se dire à un moment donné, est-ce qu'on accepte ça quand on est militant de gauche et internationaliste? On n'accepte pas. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le capitalisme a utilisé le racisme et le sexisme. Le capitalisme, il a utilisé par exemple le racisme. Dans les usines Renault, les travailleurs immigrés algériens, ils étaient très mal payés. Il y a très peu de temps qu'ils ont réussi à avoir... Il y a eu une bataille syndicale qui s'est menée parce qu'ils étaient moins payés que les ouvriers français. Le capitalisme, il fait pareil encore aujourd'hui avec les sans-papiers. Et le sexisme, écoutez, les retraites des femmes, on en est où là? Le sexisme, c'est ça. Ça veut dire que le capitalisme
utilise le sexisme, les femmes sont inférieures, ben, tu auras une retraite inférieure. Donc je simplifie, mais c'est vraiment pour comprendre. Après, bon, c'est possible, il doit y avoir des femmes méchantes, c'est vrai. Voilà, donc voilà pour vous répondre, hein. Mais quand même ce sont les femmes qui meurent tous les 2 jours et demi sous les coups de leur mari, quoi, ou de leur conjoint, ou voilà. Et puis pour répondre sur le voile, ben écoutez, franchement, j'ai pas de problème avec le voile, c'est-à-dire que même dans ma famille, il y a des femmes qui portent le voile, j'ai des jeunes filles, je vais de partout, je travaille dans les quartiers, les femmes portent le voile, ou d'autres non. Bon. Après, ça peut être une pression sociale. Après, je veux pas dire, mais ça peut. Chaque personne, chaque groupe, il faut l'analyser de la façon dont vous voulez l'analyser. Ça peut être comment dirais-je, ça peut être une pression sociale, bien sûr. qu'on peut voir, parce que moi je le vois quand même, puisque j'ai discuté avec déjà beaucoup de monde. Je travaille à Marseille, je vis dans les quartiers nord et je travaille dans les quartiers nord. Bon, ce que vous vivez à Grenoble, je le vois aussi, donc il n'y a pas de souci, mais on n'est pas là donc on imagine que les féministes, mais pas du tout. Je passe ma vie à discuter avec les gens et j'essaye toujours d'être pédagogue et d'essayer de comprendre aussi les choses. Par exemple, une femme saoudienne qui, pour pouvoir jouer au football, porte le voile, pour moi c'est une émancipation, vous voyez. Et peut-être que je pense aussi qu'une femme française qui veut porter le voile pour jouer au football, ben je pense que c'est peut-être une régression. Donc vous voyez, en fait, il faut toujours être pédagogue et essayer de discuter. Et sur cette question-là, j'ai toujours discuté avec pédagogie avec tout le monde. Donc si là, on peut encore en discuter parce que je suis encore en réflexion. Vous voyez. Donc voilà, je pense qu'il faut aborder les choses comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, franchement, tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons encore en marche, parce que la marche mondiale des femmes, je vous donne rendez-vous dans 2 ans, il va y avoir, je ne sais pas exactement ce qu'il va y avoir, mais on doit organiser quelque chose de mondial. Donc voilà, et ça viendra de toutes les femmes du monde entier, pas des européennes, pas des françaises, on donne des leçons à personne, franchement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci à tout le monde et merci de nous avoir écoutés.